Bonjour l'Afrique, bonjour les Africains, messieurs, dames, bonjour et bienvenue à votre émission Regard sur l'avenir sur la chaîne C360. Notre pays, le Burkina Faso, s'est construit avec de la vision, l'engagement et le travail de ses enfants. Cette dynamique largement adoptée par les Burkinabés des villes et des campagnes ne fait pas forcément le bonheur des apatrides. Ces Burkinabés entre griffes ont décidé donc de nuire à leur propre pays. Pour ce numéro, donc, nous allons parler de l'AES et de la CEDEAO. La CEDEAO qui célèbre ses 50 ans à Accra au Ghana. Un anniversaire très amer selon certains journalistes en place à Accra. Le retrait donc des trois pays de l'AES semble ébranler l'institution ouest-africaine. Le Conseil des ministres des pays membres de la CEDEAO s'est tenu hier à Accra avec un seul ordre du jour, l'éventualité d'un retour des pays de l'AES dans cette organisation. Pour opiner donc sur ce sujet, nous recevons M. Gerbert Nadambega, consultant en développement local, M. Bayala Imhotep, coordonnateur national du cadre 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita, et enfin M. Rewande Komtobré, analyste politique. Monsieur, bonjour et bienvenue donc à l'émission, et merci donc pour ce temps consacré à la chaîne C360. Juste une parenthèse donc avant d'aller au sujet principal. On a suivi donc la sortie du gouvernement burkinabé qui dénonçait donc une tentative de déstabilisation orchestrée depuis Abidjan. Hier donc le gouvernement ivoirien a réagi à travers son porte-parole. Réaction à chaud, M. Nadambega. Si vous observez très bien la sortie, je crois qu'il s'appelle Koulibaly, le porte-parole effectivement du gouvernement ivoirien. Malheureusement. Oui. Vous verrez. Malheureusement. Vous verrez bien que, en dehors du discours diplomatique, il n'avait pas grand-chose à dire. Parce qu'il n'y a pas de fait qu'il est sorti pour nier ce qui s'est dit ici. Et si vous repartez en arrière, vous verrez que, c'est un journaliste comme vous, Inoussa Ouedraogo, qui depuis la Côte d'Ivoire a appelé, il y a plus d'une année et demie aujourd'hui, oui, à une insurrection. Tout à fait. Mais il reçoit gîte et couvert depuis ce temps en Côte d'Ivoire. Est-ce que, pour un pays voisin comme la Côte d'Ivoire, qui travaille toujours à ce que les trois pays de l'AES reviennent à l'intérieur de la CEDEAO, c'est admissible. Si nous continuons, nous avons Alpha Bari, qui a été notre ministre des Affaires étrangères, qui aujourd'hui porte effectivement la casquette orange aux rencontres effectivement du RHDP. Et qui a son nom qui ressort dans toutes les tentatives de déstabilisation depuis ce temps au Burkina Faso. Est-ce que c'est admissible? Si on continue, vous verrez effectivement que l'adjoint de l'ANR, qui est une institution stratégique de lutte effectivement contre le terrorisme, est allé avec effectivement des clés, des disques, de données stratégiques sensibles pour aider à la déstabilisation. Il a été encore accueilli et encore là-bas aujourd'hui. Si vous écoutez ce qui vient de passer, l'ex-directeur de la SONABI, un certain Joanie Compaoré, je crois, est aujourd'hui cité comme le cerveau de la dernière tentative de déstabilisation, et il a lui aussi gîte et couvert Abidjan. Et récemment, tous ceux qui ont été impliqués au plan militaire et qui ont été cités ou qui pensent qu'ils vont être cités ont franchi la frontière, et vous avez dû lire avec moi qu'il y a un compte qui est créé effectivement pour alimenter le compte de chacun dans ses banques, comme pour dire effectivement qu'il y a une organisation qui accueille tous les dissidents politiques, qui accueille tous les militaires qui veulent effectivement
attenter à la sécurité, à la stabilité de ce pays en Côte d'Ivoire. Est-ce que sa sortie a expliqué ce comportement du gouvernement ivoirien qui est censé être un gouvernement qui travaille à ce qu'il y ait plus d'entente, plus de coordination, plus de stabilité dans la sous-région? Je pense que c'est là que l'on l'attendait. Ce n'est pas effectivement juste sortir et dire oui, que c'est à nous d'apporter effectivement la preuve. Vous voyez, c'est comme le système judiciaire hérité effectivement de la Gaule. C'est-à-dire qu'on dit à l'accusé, au tribunal, de faire la preuve effectivement de la culpabilité de l'accusé. Et c'est là effectivement que tous les détournements et tous les abus arrivent. Tout à fait. Non. Vous êtes accusé, on vous dit effectivement, c'est tout un gouvernement, vous sortez avec des faits, vous sortez avec des motivations pour expliquer pourquoi vous accueillez des dissidents politiques. Tout à fait. Pourquoi vous accueillez effectivement des gens qui posent des actes graves. Même si on prend simplement Interpol. Vous savez que récemment, le gouvernement burkinabé est allé de l'avant et a sorti quand même une liste de gens qui sont recherchés parce que travaillant de connivence avec les terroristes ou en tout cas facilitant la tâche effectivement des terroristes. Oui. Beaucoup sont en Côte d'Ivoire en ce moment. Ne serait-ce que dans le cadre du respect des accords au niveau effectivement d'Interpol, on devrait nous avoir envoyé ou extradé un certain nombre. Ça ne se passe pas. C'est là que le gouvernement, qu'on attend la sortie du gouvernement ivoirien. Ce n'est pas effectivement de dire que nous attendons effectivement qu'il y ait des preuves. Est-ce qu'il y a des preuves plus que ça? Oui. Les faits sont têtus. Donc, permettez-moi de m'arrêter là pour ce qui est effectivement, parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup spéculer sur cette sortie qui est un bout d'argent. Absolument. Voilà. C'était juste donc une parenthèse pour comprendre en tout cas l'actualité qui prévaut dans la sous-région. La CEDEAO et l'AES, John Dramani Mahama a été chargé par ses pairs pour négocier le retour des pays de l'AES dans l'organisation ouest-africaine. Est-ce qu'on peut dire que c'est un pari qui n'est pas gagné ou bien un pari perdu d'avance? Bien, la mission, elle lui a été confiée depuis quand on observe effectivement ses allées et venues dans les différents pays de l'AES. Mais on ne peut pas parler de ça aujourd'hui dans le cadre effectivement de ce sommet sans faire remarquer que c'est la célébration aussi du 50e anniversaire. Et 50 ans, c'est un demi-siècle. Tout à fait. 50 ans, c'est un âge plus qu'adulte. Et donc, c'est un âge de raison, de sagesse. À quel niveau on doit commencer à égrener toutes les victoires, tous les succès pour les enfants. Mais si vous regardez, aujourd'hui, c'est comme si c'était la célébration de la commémoration d'un deuil. Et ça a tout l'air. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a les 3 pays de l'AES qui étaient censés, dès le départ, et qui avaient été présentés dès le départ, comme les maillons faibles, effectivement, de la CEDEAO, comme juste des États figurants au niveau de la CEDEAO, parce que les plus puissants, on les connaît, c'est au niveau, effectivement, de leur part, au niveau de l'économie de la sous-région. Mais déjà, en ce moment, on faisait remarquer, écoutez, c'est une chaîne. Et dans une chaîne, un seul maillon qui est défectif et toute la chaîne est foutue. Et c'est ce qu'on est en train d'observer. Oui. Donc, et si vous regardez encore, vous observerez que peu de chaînes, peu d'informations sortent effectivement de ce sommet-là. Pourquoi? Parce que c'est catastrophique. Si je sors un seul élément, en termes de président, il n'y a que le président du Libéria qui était là-bas. Même si on enlève les 3 pays de l'AES, il en reste encore 12 pays. Sur 12 pays, vous avez un seul qui est là. Donc, vous avez 1 sur 12. Ça, c'est la note de quel élève? Bon à être envoyé à ses parents. Donc, c'est dire simplement qu'aujourd'hui, et puis, les 3 pays ont été invités, parce que c'était là votre question. Oui. Les 3 pays ont été invités par la CEDEAO
par l'entremise du du président ghanéen, qui s'est déplacé auprès du président, le chef de file pour le moment au niveau de l'AES, qui est le président Goïta. Oui. Mais il faut constater qu'ils ont rechigné à y aller. Tout comme ils ont rejeté en décembre l'extension de 6 mois du délai de sortie, ils ont refuté clairement cette invitation. Tout à fait. Ça veut dire qu'ils préfèrent se focaliser sur la construction effectivement de l'AES et sur la définition des relations qui peuvent exister à partir de ce moment entre l'AES et chaque État défini individuellement ou le reste effectivement de la CEDEAO, mais pas effectivement pour aller fêter quoi que ce soit avec la CEDEAO à partir du moment où ils ont constaté que c'était un échec. Donc la médiation, si c'en est une, du président ghanéen, je pense qu'il doit constater que c'est un échec comme celui effectivement du président Sanko, comme celui effectivement entrepris par tous les intermédiaires depuis. Les premiers pas, M. Bayala, les premiers pas donc du président ghanéen John Dramani Mahama étaient dans les pays de l'AES pour en tout cas écouter ces pays-là par rapport à leurs griefs contre la CEDEAO. Pensez-vous que le président ghanéen peut réussir là où les autres ont échoué? Non, je pense que c'est un pari perdu d'avance, et je pense que s'il y a quelqu'un de suffisamment convaincu de l'échec de ce projet qui lui a été demandé, qui lui a été adressé, c'est le président John Dramani lui-même, parce que de plus près, il a vécu en direct les motivations qui ont prévalu à notre rejet formel et irréversible d'une CEDEAO qui est le tombeau de nos espoirs, d'une CEDEAO qui, tout au long des 50 tristes années qu'elle a eues sur notre destin collectif, a agi au quotidien à nous voler notre souveraineté stratégique au plan militaire, au plan économique, et à éclater l'espoir de nos populations de se frotter, de se rapprocher et de se déplacer de part et d'autre avec le sentiment qu'elles avaient un ensemble supranational que était la CEDEAO, qui est à même, conformément à son agenda de création, d'assurer la libre circulation des personnes et des biens. Le triste palmarès, ce chapelet sombre et regrettable de la CEDEAO ayant raté tous les rendez-vous, même les plus petits, que lui avaient confiés les pères fondateurs, peut-elle encore, 50 ans après, avoir la démesure et l'irresponsabilité poussée à son sommet, en lieu et place d'entériner notre sortie et de la comprendre définitivement, veut porter une tâche négative au début du mandat pourtant promoteur du président John Dramani, qui veut redonner de l'espoir au Ghana, aux Ghanéens, et qui veut redonner de l'espoir à la coopération entre le Ghana et les autres peuples du monde. C'est de près que John Dramani a écouté Tchani, le président, le général d'armée, Abdraman Tchani, qui est comme pour moi la boîte noire de la résistance contre l'impérialisme et ses alliés dans la sous-région, et dont les chefs de file se recrutent dans la CEDEAO. Je pense que John Dramani comprend, et s'il ne le comprend pas, ce serait dommage, que le bruyant échec tout récent de Diomaye Faye, s'il ne l'a pas senti retentir, il doit au moins s'informer, faire une sorte de revue informationnelle pour ne pas avoir à être dispersé, pour ne pas avoir à réaliser le même palmarès de chaos que les autres chefs de la CEDEAO. Je pense que c'est comme un piège
on veut profiter de sa sympathie, raisonner avec les 3 pays pour voir comment même porter un coup fatal à son leadership. Et je pense que John Dramani, en étant à Ouagadougou, à la suite de Bamako et de Niamey, aurait définitivement compris par les éléments présentés par le camarade président, chef de la révolution, le leader Ibrahim Traoré, compris que non, notre choix difficile, il faut l'avouer au départ, pour nous tous, de quitter un ensemble fondé par des visionnaires comme Modibo Keïta, par des panafricains mordus dans l'âme comme ce président, et essentiellement des militaires, il faut le dire, sinon majoritairement, il y avait quelques civils, mais c'était une organisation à sa fondation dominée par des porteurs de treillis. Tout à fait. Mais c'est un héritage qu'il ne faut pas oublier. Le Mali, c'est pas de gaieté de cœur qu'il tourne le dos à un acte de cette hauteur qu'a posé Modibo Keïta. Le Niger, ce n'est pas avec gaieté de cœur. Le Burkina non plus. Mais si nous avons été contraints à ça, c'est de poser la question à la CEDEAO sur le plan de la sécurité, de la protection des personnes et des biens. Est-ce que la CEDEAO a été occidentale? Quand on écoute tout récemment Jean-Marie Bockel, qui nous fait comprendre que à Abidjan, ils ont été intervenus pour laisser le Niger. Positionné à Abidjan, Mani doit examiner en profondeur les griefs et comprendre dès maintenant l'honneur à construire pour les Ghanéens et un rêve de coopération à bâtir avec l'AES qui lui offre des permis de disputer le leadership qu'avait le Togo jusque-là sur le plan des retombées économiques, des opportunités d'accès à la mer que lui crée cet ensemble. Absolument. Et je pense qu'il doit savoir où se trouvent ses intérêts. Absolument. Monsieur Komtobré, en d'autres termes, le divorce est consommé. Voilà, je peux dire que c'est... Bon, consommer, c'est quand nous-mêmes on considère que la CEDEAO est toujours une organisation africaine. Hein. Voilà, c'est quand on considère toujours que la CEDEAO est une organisation africaine. Parce que quand vous le regardez, depuis les premières années de sa création avec les militaires, la CEDEAO a été récupérée après. Qui l'a récupérée? La CEDEAO est une organisation française en Afrique. Et comme la France est dans l'Union européenne, la France voyage avec toute l'Union européenne. Voilà comment la CEDEAO est actuellement. Donc, étant donné que l'Union européenne et la France elle-même est taquinée depuis l'autre côté là-bas avec sa fragilité, donc par effet de contamination nette, la CEDEAO aussi subit les mêmes affres que l'Union européenne et la France subit de l'autre côté. Voilà pourquoi vous voyez au Ghana, le résultat est palpable. Hein. Ça ne vit plus, c'est fini. C'est ça. Et ça est là devant nous. Parce qu'on ne peut pas comprendre une organisation qui a été créée dans l'objectif non seulement de sécuriser les États membres et ensuite créer les conditions pour permettre un bien-être des populations. Sur ces deux éléments, rien. On a bombardé Gbagbo ici devant nous en 2011. Et la mission a été donnée par Sarkozy qui était en Inde, qui a donné 3 jours à Gbagbo de quitter le palais présidentiel. Mais la Côte d'Ivoire était membre de la CEDEAO, non? Yeah. Mais le résultat est comment? On a soulevé le président parti déposé à la CPI et c'est fini. C'est encore en Côte d'Ivoire qu'on a, les Énos même l'ont rappelé ici, c'est en Côte d'Ivoire que Macron disait que la CEDEAO doit prendre des sanctions contre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Surtout dans le cas du Niger, on a même touché l'élément central, c'est-à-dire les soins médicaux. C'est un acte terroriste. Ouais. Mais quand une organisation est arrivée à ce niveau, il ne peut plus être une organisation africaine. Non. L'organisation africaine n'a pas pour but de terroriser des populations. L'organisation africaine a pour objectif de protéger ses membres et ses habitants. Donc, prendre des décisions dont les effets ont pour objectif de multiplier les morts, il est tout à fait logique pour les États de l'AES de dire que nous ne participerons plus à cette organisation. Et on a décidé de sortir. C'est actuellement la CEDEAO qui est déjà mortifère, qui continue toujours de croire qu'il peut nous faire ramener en arrière, tout en sachant que nous sommes dans une dynamique de construction d'une organisation afro-africaine, décidée par nous, mise en place par nous, réfléchie par nous et qui a pour objectif de défendre nos intérêts. Et quand vous regardez les lignes éditoriales de chaque, comment on appelle ça, la ligne paradigmatique de chaque des deux organisations que vous voyez,
Pour le cas de l'AES, c'est clair. Nous sommes dans une organisation panafricaine, souverainiste et nationaliste, dont l'objectif est de défendre notre souveraineté. Est-ce que c'est le cas des États qui sont dans la CEDEAO? Non. Voilà pourquoi vous voyez les errements de Dramani qui viennent d'arriver, au lieu de se concentrer sur les éléments à faire en sorte que l'économie ghanéenne puisse se ressaisir, il est là, il tire dans tous les sens, tout en sachant que dès qu'au niveau de l'AES, il y a une petite fragilité, les terroristes vont rentrer au Ghana. Et sa situation économique risque de s'empirer parce que comment tu vas mobiliser les Ghanéens pour affronter l'enjeu économique et social alors qu'il y a un enjeu sécuritaire qui est derrière où il y a une fragilité. Tout en sachant que ceux-mêmes qui financent les terroristes sont les mêmes qui sont derrière la CEDEAO. Donc il faut qu'on soit logique et qu'on soit pragmatique. Et moi, je suis fier du fait que l'AES n'a pas participé. D'abord, l'élément, c'est pour dire que nous... Malgré l'invitation. Hein? Oui, nous respectons. Voilà, vous nous avez invités, on ne vient pas. Deuxième chose, l'AES répond par la mise en place de leur chaîne d'une radio. C'est un message diplomatique. Ça veut dire que au fur et à mesure vous cherchez à nous rapprocher de vous, nous on crée les éléments pour s'éloigner. Mais est-ce que la CEDEAO a mis en place une chaîne de radio? Non. Mais c'est dû à quoi? C'est dû au fait que on est dans une vision qui... On a plutôt fait la promotion de RFI dans les différents pays. Ouattara même avait dit que il va se battre pour que RFI revienne. Mais Ouattara, il est dans la CEDEAO. Alors que nous, à notre tour, on est en train de se battre pour mettre en place des médias qui doivent parler pour nous et eux aussi défendre nos intérêts. Donc, vous voyez un peu, à partir de là, vous comprenez net que c'est compliqué pour que nous puissions aller s'asseoir avec des États dont les chefs ont des difficultés pour poser ne serait-ce que les petites questions qui concernent la sécurité et la souveraineté. Donc je pense qu'à ce niveau, l'AES a l'obligation, à chaque fois que la CEDEAO tente de vouloir poser un acte qui peut nous amener à penser à une certaine collaboration, parce qu'actuellement quand vous les regardez, et comme ils sont fragiles, la manipulation est plus simple. Donc l'impérialisme est très maligne. Il passe par ces canaux-là et il joue sur les éléments factuels par rapport à quel chef d'État qui semble être un peu en compréhension avec l'AES, où on peut le pousser et rentrer et créer le coup fatal. Donc, étant donné que Dramani, dès les premières heures, on l'a accepté, on a discuté, on a échangé, on a posé les éléments qui nous ont amenés à quitter la CEDEAO. Donc, par conséquent, il faut que lui-même il prenne sa propre décision. Bon, comme il veut jouer au double jeu, alors que, vous savez, nous sommes dans une situation où l'histoire fait que c'est difficile de jouer des double jeux. Il faut affirmer. Je pense qu'il doit quand même... il faut affirmer. Il faut qu'il s'informe par rapport à la situation de Fort Yassimbe, qui s'est fait griller. Et puis bon, Diomaye Faye également, malheureusement, n'est pas parti loin. Je pense qu'il devait se renseigner. Mais pourquoi quand vous prenez Diomaye, c'est des civils, hein, voilà. Et puis ils sont démocratiquement élus quand vous les prenez tous les trois. Bon, le résultat est quoi? Mais c'est ça, c'est-à-dire, on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas élus. Ils sont élus. Mais par rapport aux grandes questions qui font élever le niveau des grands États, regardez comment ils se comportent. Ça veut dire qu'ils ne sont pas à la hauteur des enjeux du moment. Absolument. Donc, on ne peut pas comparer des États qui ont pris pour eux toute la latitude et le courage pour affronter les grands défis de l'histoire, pour aller se comparer à des États qui sont là, qui tournent autour du pot et qui ne peuvent pas affirmer leur souveraineté. Donc, à partir de là, il faut que l'AES s'affirme. Tant que la CEDEAO sort et qui met sur la table des questions de coopération et sur les éléments clés, nous, notre souveraineté est entre griffes, mise en cause, nous, on n'en parle plus. Jusqu'à ce que certains pays rejoignent l'AES. Monsieur Bayala, oui, je vais relever 3 choses rapidement. La première, c'est que cette sortie annonce la persistance que la CEDEAO demeure une menace pour la sécurité et la stabilité de ces 3 pays. Ce n'est pas une méconnaissance des lignes de divergence qui sont suffisamment profondes et définitives. Mais il se donne encore des espoirs. On peut se poser la question, pourquoi il y a cette persistance malgré les avis suffisamment documentés, suffisamment clairs et donnés par nos 3 leaders et qui font, malgré toutes ces évidences, en sorte que la CEDEAO s'accroche souvent sur 6 mois supplémentaires ou même continue dans ses instances les plus élogieuses
continue de faire des points clés des échanges, que ce soit les échanges des parlementaires, les échanges des ministres, les échanges des chefs d'État, alors l'AES est toujours le point central autour duquel il se retrouve. Pourquoi? Il y a à se questionner profondément de leur désir de nous imposer la capitulation, de nous imposer l'esclavage, de nous imposer la soumission. Ils sont mandatés, ils sont envoyés. C'est des agents doubles, c'est des chevaux de Troie. Et nous devons redoubler de vigilance. Là où ils vont échouer, sur le plan diplomatique, on a fait le chapelet. Ils ont commencé par Faure, qui s'est fait griller les droits. Ensuite, ils sont passés par Diomaye Faye, qui venait d'être élu et qui, en lieu et place de chercher à avoir un véritable statut de chef d'État, comme le recommande son statut de président, se fourvoie à vouloir ramener des États qui lui ont suffisamment expliqué les éléments de leur rejet de la CEDEAO. Et tout dernièrement, celui qui a la crédibilité politique de cette organisation entre les mains, quand vous les prenez tous, celui qui a encore une once d'un minimum de dignité, de crédibilité, c'est Dramani. Donc, il faut également le mettre en œuvre. Donc, quand vous regardez toutes ces tentatives, cela veut dire qu'ils espèrent et ils jouent sur deux armes. Celle que nous voyons en ce moment, c'est l'arme diplomatique. Oui. Et Sankara nous prévenait en 1983, le 26 mars. L'impérialisme, si il vient pour nous parler, s'il n'arrive pas à nous convaincre, la prochaine fois, ils viendront avec les armes. Oui. 45 ans après, ils sont venus avec quoi? C'est pas leurs supplétifs qui tirent dans le Sahel qu'on appelle des terroristes. C'est pas des mercenaires. Ils sont venus avec la violence. Et donc, préparons-nous à la violence quand ils vont échouer par les actions diplomatiques. Et donc, ne prenons pas de façon anodine cette sortie et cette insistance, considérons-la comme un enjeu de déstabilisation imminente et maintenant en alerte les forces combattantes de l'AES parce que à tout moment, la menace, elle peut changer de pied pour quitter le pied de la négociation et de la diplomatie pour emprunter les chantiers de la violence, du terrorisme et de la barbarie. L'autre élément, le deuxième élément, c'est celui que la CEDEAO elle-même, ayant poignardé sa propre crédibilité, n'est plus à même de mobiliser ses propres membres. Le grand frère Nadabega le disait. Pour se convaincre de sa capacité à ramener des gens qui sont sortis, il faut déjà mobiliser ceux qui sont là. Est-ce qu'ils étaient là-bas? Si la CEDEAO veut ressembler à l'attitude d'un parent qui veut avoir de l'efficacité sur l'éducation de son enfant, qu'elle commence par respecter ses propres engagements de présence, ne serait-ce que ça. On ne lui demande pas d'avoir décidé de grandes choses ou de petites choses, mais d'être déjà présent à leur propre rendez-vous. Ils n'ont pas été présents. Que la CEDEAO travaille à les mobiliser, en tout cas l'AES continue d'avancer. Le dernier élément, il y a tellement de questions qui menacent les restes de cet ensemble sous-régional, devenu fragile par sa géographie. Quand vous voyez la taille de ces 12 pays restants, ça symbolise quoi? Ça renvoie à quoi? Les 3 pays multiplient, c'est 70% du territoire de la totalité de ce qui reste de la CEDEAO. C'est-à-dire que quand vous prenez la CEDEAO, le Mali, le Niger et le Burkina ont une superficie évaluable à 70% de la superficie totale de la CEDEAO. Donc ça veut dire que ces pays ensardinés, ces frontières coloniales restantes, sont estimées à 30% de volume. Mais j'avoue que les enjeux sont tellement importants que là où la CEDEAO pense nous tenir par la mer, nous les tenons par les airs. Donc nous avons un équilibre. Les sanctions par les mers, nous pouvons les répliquer par des sanctions par les airs. Il y a un équilibre, je ne dirais pas de la terreur, mais un équilibre à notre avantage. Mais qui montre que les grandes questions au sein de la CEDEAO, la prospérité économique, la stabilité politique, le respect des textes, voyez-vous, c'est l'un des plus grands porte-parole de la CEDEAO, M. Ambalo Umaru Sissoko, gardien des règles constitutionnelles de la CEDEAO, qui lui-même les a violées en novembre à côté. Tout à fait. L'élection présidentielle était censée avoir eu lieu. Le nouveau président
même investi. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de nouveau président, il n'y a pas de date, il n'y a pas de carnet électoral. Il n'y a pas de transition. Il n'y a pas de transition. Et ce sont ces pantins de la démocratie, excusez-moi de l'expression, Tout à fait, allez-y. qui veulent nous donner des leçons à nous autres, dont les processus, tenus par des hommes visionnaires, jeunes comme vieux, avec une clairvoyance sur leurs besoins, avec un ancrage. Quand vous regardez le niveau de l'ancrage démocratique qu'il y a au Mali, au Burkina Faso, au Niger, nous sommes à 1000 lieues des tâtonnements de la CEDEAO. Mais ça, c'est le cas de la Guinée-Bissau. Mais prenons la Côte d'Ivoire, où nous sommes en train de cheminer tout droit contre le mur pour créer toutes les conditions favorables à un chaos. Certainement au profit de Ouattara, parce que s'il y a guerre, son maître à penser, Macron a dit pour l'Ukraine, l'Ukraine étant déstabilisée, ne peut pas avoir d'élection. Et certainement, c'est au profit de Ouattara que toute cette chienlit politique se met en place. Ces décisions sans tête ni queue, ces décisions juridiques hors sol, qui sont prises hier contre Ouattara, et contre lesquelles, grâce au coup d'État électoral que la France a opéré avec le 3e Birman, parce que c'est un coup d'État qui a eu lieu Tout à fait. en 2011 Tout à fait. pour l'imposer. Lui qui a triomphé des questions de nationalité renvoie les mêmes questions à ses adversaires politiques. Cela veut dire quoi? Ce n'est pas l'inconscience d'une injustice qu'il a subie qu'il renvoie à la face de ses adversaires, mais il veut tirer profit de cette manipulation de la question de nationalité pour créer un chaos généralisé. Il sait que s'il se présente, il est difficile pour lui de maintenir un environnement sain. Absolument. Et il sait que sa non-candidature avec les éléments qu'il mobilise peut créer un climat conflictogène, un climat de guerre, un climat de tension militaire. Et s'il y a climat de tension militaire, à qui ça profite? Tant que les tensions militaires ne sont pas finies, alors l'ONU, toutes les organisations internationales et les impérialistes en chef se lèveront et se dresseront et diront que la situation en Côte d'Ivoire est sous conflit. Au vu de cette réalité, il faut d'abord apaiser les tensions. Et le temps pour apaiser les tensions, ça peut prendre 3 ans. Ça peut prendre le temps d'un deuxième mandat. Et ça peut même lui donner un 5e mandat. Tout à fait. Donc c'est à son profit. Et la CEDEAO devait avoir pour objet de travail de regarder comment ses propres membres piétinent et dansent au quotidien sur les tests censés préserver le minimum ou le reste de la dignité qui lui reste si elle en avait encore. Et pour moi, c'est des défis importants qu'elle devait regarder et voir comment au Nigeria, Boko Haram a même pris en otage certaines villes. Et pendant le mois de Ramadan, on a institué et rappelé la réalité de la loi charia dans certains États, que de se préoccuper d'hommes et de femmes qui ont tout leur statut au complet et qui ont pris position pour l'histoire, qui ont pris position pour leur peuple et qui ont pris position pour l'avenir. Absolument. C'est vrai que l'AES, quand on parle du terrorisme, on voit les pays de l'AES, mais au Nigeria, dans l'état donc de Borno, à Maïdougouri, donc en tout cas prédomine, une force terroriste qu'on appelle donc bien sûr Boko Haram. Depuis 2009. Absolument. Malheureusement, la CEDEAO n'a pas pu faire quelque chose Non, donc, dans ce sens. Voilà. Je pense que le petit frère Imhotep a tellement bien clarifié le contexte Tout à fait. que j'aimerais juste ajouter 2 petites choses. Allez-y. C'est attirer l'attention sur des paradoxes dans la médiation qui éclairent et rendent encore plus pertinente cette interpellation il y a beaucoup d'années de Thomas Sankara qui disait lorsqu'effectivement la diplomatie échoue, ils vont venir effectivement Par les armes. Regardez quand son excellence Diomaye Faye avait effectivement la médiation en main. C'est en ce même moment que l'OTAN a obtenu que l'Ukraine prenne effectivement les devants pour fournir armes, munitions et formations aux terroristes. Coïncidence. À partir effectivement du Sénégal, l'ambassadeur a
comment, en même temps que vous avez la médiation au niveau des États de l'AES, votre pays peut être effectivement la base, et il y a même eu des marches. Alors, un autre paradoxe. Regardez, lorsque le président Faure faisait la médiation, en même temps qu'il fait la médiation, en même temps, il y a une requête effectivement de Burkina Faso auprès du Togo pour obtenir que le président Damiba, que tout le monde sait, est le cerveau de tout ce qui est en train de se manigancer, est basé. Alors, pourquoi jusqu'à aujourd'hui il n'a pas été extradé au Burkina Faso? Ouais, paradoxe. Pire, on entendait parler de la volonté du Mali, du Togo, d'entrer effectivement, d'être membre de l'AES. Comment vous pouvez être membre de l'AES sans avoir dénoncé d'abord les accords, mais encore moins, sans avoir livré au Burkina Faso celui qui est le cerveau de toute l'agitation au niveau effectivement du pays en termes effectivement de projet de stabilisation. Oui. Lorsqu'effectivement c'était le président Dramani à la manœuvre, pour ce qui est de ce qu'on appelle entre griffes la médiation, vous allez dire effectivement que c'est de la complotite. Mais imaginez un seul instant que la déstabilisation projetée il y a quelques jours au Burkina Faso ait eu lieu, ait atteint effectivement son objectif. Quel allait être effectivement le point, l'agenda clé aujourd'hui, hier et avant-hier au Ghana? C'était de constater simplement qu'il y a échec au niveau de l'AES parce que l'un des membres les plus éminents a chuté le Burkina Faso et que donc par conséquent, c'est un truc qu'il faut froisser, jeter et partir avec. Donc, en fait, faisons attention, restons vigilants, restons focus. Toutes ces médiations, à la suite effectivement de la force extension de 6 mois, n'a pour but que sur l'agenda du commandant principal de la CEDEAO qui est Macron, de se donner le temps de déstabiliser l'un ou l'autre et de pouvoir revenir effectivement à leur agenda premier qui est l'exploitation de l'ensemble effectivement de la zone. Tout à fait. Oui. Monsieur Comtobré, comme je l'ai dit, hein, le vin est tiré, il faut le boire. Clair. Donc, il faut peut-être parler avec la CEDEAO sur les différents accords qui vont lier peut-être la CEDEAO à l'AES. Et si vous regardez bien cette campagne diplomatique que la CEDEAO a initiée hier, c'est à la veille de quoi? À la tentative de l'Algérie d'agresser le Mali. Vous regardez bien. C'est-à-dire ils ont deux pôles. Quand on tente ici, si ça résiste, il repart de l'autre côté. C'est-à-dire il faut bien regarder ça. Et nous, on est au milieu. C'est pourquoi nous disons toujours d'avoir une force militaire de sorte à ce que au niveau diplomatique, on les surveille et qu'au niveau militaire, on observe. Parce qu'ils ne vont pas lâcher. Non. Ils ne vont pas lâcher. Pas parce que l'impérialisme ne va pas tenter. Parce que nous, on a des voisins qui ne savent pas pourquoi même certains sont au sommet de l'État. Les enjeux. Et c'est ça qui fait que quand vous démarrez une lutte de libération comme ça, l'impérialisme utilise toujours ce que Diop dit, le micro-nationalisme. Vous voyez que l'Algérie, c'est un État. Mais on va l'appuyer, on s'appuie sur lui pour cacher un membre de l'AES. Ils ont tenté, ça n'a pas bougé. On glisse vers la CEDEAO et on regarde les États voisins. La Côte d'Ivoire est beaucoup plus liée au Burkina. On l'utilise. Et quand vous voyez le ministre sortir, tous les éléments qui sont mis sur la table, le centre d'opération de déstabilisation du Burkina est à Abidjan. Bon, ça n'a pas marché. On renvoie le dossier sur le plan diplomatique avec la rencontre de la CEDEAO. Voilà comment ils sont là, ils tournent, ils tentent. Pour que la moindre faille, ils récupèrent ça et c'est fini. Donc, c'est à nous, au niveau de l'AES, de faire en sorte que nous suivons de près
tous les mouvements et faits et gestes. Et que quelqu'un qui sort, qui brandit l'idée qu'il a été démocratiquement élu, qu'au même moment, on se rend compte quels sont les éléments sur lesquels ta crédibilité est validée. Parce qu'au niveau de l'AES, nous, on a des éléments. Est-ce que les vrais accords tu as dénoncés, si tu n'as pas dénoncé, tu es soupçonné dans l'AES. Voilà pourquoi Diomaye, après avoir parlé de panafricanisme de gauche, pour pouvoir se rallier, voilà, la réalité sur le terrain l'a rattrapé parce que dès que Trump est venu, les éléments financiers étant mis sur la table, ils ont été coincés. Donc, il est obligé de faire battre en retrait. C'est pourquoi nous, au niveau de l'AES, nous devons tout faire. Qu'au niveau diplomatique, nous aussi, nous ayons des agents. De sorte à ce que, dès qu'ils lancent, nous puissions répondre en même temps. Pour dire, nous voyons venir le jeu. Parce que quand vous les regardez, c'est comment on appelle ça? C'est très fluide. Et Sankara appelle ça la colonisation douce. C'est-à-dire, ça se passe, mais vous ne percevez pas ça. C'est après, ça surgit. Et je pense qu'à notre niveau, au niveau de l'AES, il faut qu'on soit extrêmement vigilant. Parce que les carottes sont cuites dans l'Union européenne. C'est fini. Soit on déporte la crise de l'Ukraine ici, soit l'Europe fera face au feu. Et je pense qu'actuellement, nous sommes, en tout cas, les dés sont jetés et nous avons l'obligation de faire en sorte qu'on puisse sortir le haut commandement de l'AES le plus rapidement possible. Et avec la mise en place de la chaîne de radio et de la télévision pour jouer sur la communication, au même moment, on est en train de sensibiliser nos masses. Et dès qu'il y a une rencontre, on dit ce qui va se passer, on donne les sous. Et à partir de ce moment, ça nous permet à chaque fois d'anticiper sur les actions et de les faire comprendre quand nous voyons venir le jeu qu'ils sont en train de mettre en place. Et c'est ça qui va nous permettre de pouvoir mettre à terre un certain nombre de principes qu'ils avaient camouflés, voilà, et qui peuvent surgir. Mais pour la population, il faut signer des accords avec la CEDEAO. Non, la CEDEAO, mais quand vous les voyez là, ils ont l'obligation même de signer les accords. Il n'y a personne là-bas qui peut brandir ses épaules face à l'AES. Il n'y en a pas. La plupart de ceux qui ont construit les ports là, vous comptez sur qui? C'est un élément vital. Vous n'avez pas de monnaie. Vous construisez des entreprises. Tout en sachant que ces entreprises doivent être utilisées. Qui les utilise? C'est ceux qui ne sont pas face à la mer. Et alors que si vous créez un conflit ouvert face à ces gens-là, vous serez obligé de négocier. Ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de négocier. Maintenant, dans les termes de négociation, voilà, nous aussi, on pose nos éléments de garde-fou. S'il y a ça, on ne fait plus ça. Voilà, l'Algérie avait commencé à brandir les muscles, mais il est obligé, au niveau aérien, de faire un long contour. Donc, ça peut jouer sur le prix du billet. Sur le prix du billet et même sur l'influence même au niveau de l'Algérie, sur le tourisme, tout. Il y a toute une chaîne même qui va commencer à perdre. Donc, au niveau aussi de comment on appelle ça, de l'AES, il faut même qu'on démarre une diplomatie de sorte à ce qu'on puisse influencer certains États. Quitte à ce que même de faire en sorte que entre le Bénin, le Togo et la Côte d'Ivoire, des États soient membres de l'AES, forcés, pas avec ses dirigeants, hein, avec d'autres dirigeants. Ça, maintenant, c'est la diplomatie de l'AES qu'on peut déployer. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez, c'est comment on appelle ça, c'est des rapports de force qui sont ouverts. Le meilleur gagne. Parce que de l'autre côté, nous, on doit défendre notre intégrité et notre souveraineté. Et de l'autre côté, ils sont là pour pouvoir préserver les intérêts des gens qui sont actuellement en faillite. Monsieur Baïla, c'est une question de rapport de force, CEDEAO, AES? Oui, c'est une question de rapport de force sur le plan économique, sur le plan militaire. Mais j'avoue que l'histoire nous positionne au meilleur endroit parce que nous avons tous les indicateurs, en tout cas par rapport comparativement aux pays de la CEDEAO, au vert. Voyez-vous, le Bénin qui narguait les populations du Sahel et qui a même été au devant des sanctions contre le Niger, ignorait que le terrorisme est une entreprise coloniale de reconquête savamment planifiée pour débarrasser les territoires africains de leurs habitants. C'est un enjeu suffisamment profond. Mais le valet de Paris ne le comprend pas suffisamment bien. Mais il va l'apprendre à ses dépens, peut-être en comptant les 54 ou 53 jeunes béninois envoyés à l'abattoir, de la cupidité, de la traîtrise au sommet de l'État par les autorités béninoises. Ils comprendront que les enjeux ne se limitaient pas au Sahel.
Ils vont se poursuivre jusqu'à l'océan Atlantique. Et c'est une question clairement de rapport de force, mais de rapport de force que les pays africains doivent aborder en tant qu'unité géostratégique mondiale. Tout à fait. C'est ce que l'AES a compris. Le Mali, le Burkina et le Niger. Tout de suite, chacun a compris que pour gagner le rapport de force à son avantage, il faut créer un ensemble fédéré. Nous sommes à l'étape confédérale. Mais ce serait complètement manquer de lucidité politique et géopolitique de rester au stade élémentaire de la confédération. Il faut, dans un avenir lointain, je dirais même moyen, envisager une fusion, ce qui serait une fédération, pour maintenir le rapport de force à notre avantage. Voyez-vous, quand l'Algérie a abattu le drone, les trois pays de façon unitaire ayant parlé, l'Algérie comprend qu'elle doit bander encore plus les muscles parce qu'elle ne l'a pas gagné à la première étape de la confrontation militaire. Il faut tenter la confrontation sur certains éléments de la coopération stratégique, en fermant son espace aérien. Mais le Mali, l'Algérie n'a pas le monopole de l'espace aérien, même si le volume de son territoire peut lui donner l'impression d'avoir une avance sur le Mali, qu'ils comprennent que le Mali n'est plus seul dans son destin. Le Mali a deux autres grands alliés. Ça permet toujours, chaque fois que les chocs nous arrivent, d'avoir le gabarit pour les amortir et de riposter fatalement, afin que ceux qui sont en face sachent que ce n'est pas juste un slogan panafricain hors sol, un slogan souverainiste sans ancrage, mais que c'est une conviction réelle, profonde, portée afin de donner la liberté, la dignité et la prospérité à nos peuples. Si la liberté a un coût pour l'Algérie et que c'est bien pour eux, dans leur bataille avec Paris en ce moment, que si l'Algérie pense que ses intérêts stratégiques de l'intégrité territoriale, ça, c'est quelque chose de cher à l'Algérie, qu'elle ne nous empêche pas d'avoir le contrôle total de Tizawaten, de la zone de Tizawaten. Et que l'Algérie ne nous présente pas un accord de sortie de crise qui consiste à la division de nos pays, là où elle-même, l'Algérie, a refusé. C'est un respect élémentaire et fondamental. Et tous ceux qui ne voudraient pas attendre ça, nous devons leur répondre sur le plan militaire. Et nous en sommes capables. Voyez-vous les réunions stratégiques qui se sont succédées. Les chefs d'état-major généraux, jusqu'à l'armée de l'air, les différents chefs d'état-major se sont rencontrés. C'est des signaux forts qui effraient Alger. Et qui lui fait comprendre que jamais une nation n'a eu le monopole de la dissuasion sur une autre, sauf sur les inconscients. Mais l'inconscience, c'est un passé pour les pays de l'AES, parce que nous sommes débarrassés des chefs de file de l'inconscience politique, que ce soit au Burkina Faso en 2022, au Niger en juillet 2023, et au Mali, où l'insouciance de la gouvernance politique avait même amené des dirigeants à embarquer dans les fonctions clés de l'État leurs faux-fils qui narguaient la misère du peuple malien en faisant des anniversaires dans des yachts. Donc, bref, aujourd'hui, nous avons sur le plan économique des éléments qui nous tiennent. L'Algérie a besoin que ses produits manufacturés continuent d'être consommés au Niger. Et le Niger a besoin de certains produits manufacturés de l'Algérie. Tout à fait. Et donc, il va y avoir des passerelles de discussion. Si vous voulez que nos populations continuent d'être une clientèle pour vous, voilà ce que vous ne devez plus faire. Mais la Côte d'Ivoire, là, c'est 12 à 15% des marchandises atterrissant au port qui sont absorbables par les besoins ivoiriens. Le reste là, vous allez garder ça dans des magasins et vous allez employer vos populations comment? La Côte d'Ivoire, il y va de sa survie et du sens même des ports que d'ailleurs nos parents ont creusé, il faut rappeler ça. Absolument. Et gracieusement.
qu'on a d'ailleurs noyé dans la mer, le canal de Vridi. Nous nous souvenons, nous ne sommes pas amnésiques. Donc il y a des passerelles. Et il y a un élément très important que nos nations ont compris, c'est d'avoir une diplomatie unique. Et cette diplomatie unique, c'est une arme redoutable. Jamais aucun pays ne l'avait imaginé à l'échelle de l'Afrique. Toutes les rencontres, Inde, Afrique, Japon, à Tokyo, Afrique, Russie, Afrique, se faisaient dans l'éparpillement. Oui. Mais tout récemment, le sommet Russie-AES, elle s'est fait comment? Autour d'une unité d'action diplomatique. C'est ça. Tout à fait. Nous sommes sérieux. Nous croyons à l'avenir. Et les quelques apatrides qui sont assis à Abidjan, que Oumar Koulibaly et que le ministre Koulibaly, porte-parole du gouvernement, a manqué de mentionner pour nier l'évidence que le pôle de déstabilisation de Burkina y est basé, c'est de savoir que le rapport de force ne leur permet pas d'avoir le monopole de toutes ces questions. Oui. Aujourd'hui, le Burkina Faso dispose d'armes qui peuvent, en 30 secondes, atteindre Abidjan. Absolument. Et il ne faut pas se gêner. Là où Abidjan a eu raison de nous en 1987, que l'on sache que nous sommes suffisamment préparés et suffisamment conscients des enjeux qui menacent notre survie, et nous allons riposter à la hauteur de ceux qui nous attaquent. Grand frère Nada Megaï, donc on doit rester concentré tout de même. Oui. Parce que quand on regarde un peu les enjeux, les menaces qui viennent de partout, il faut garder la mobilisation, il faut rester concentré. On doit rester concentré, on doit garder la mobilisation et on doit même l'intensifier pour regarder l'horizon juin-juillet. Oui. Pourquoi je dis l'horizon juin-juillet? Je dis l'horizon juin-juillet parce que c'est l'échéance de beaucoup de choses. D'accord. C'est l'échéance de leur délai de 6 mois qui, bien que nous ne nous engageons pas, définit effectivement leur stratégie. Tout à fait. Tout à fait. C'est pour eux le délai à partir duquel ils vont consommer définitivement la séparation. Parce qu'à partir de ce sera difficile. Ils essaient déjà d'aller par étapes en se disant nous ne laissons pas se prendre quand même. Nous comptons gagner, mais regardez, la CEDEAO, la Cour de justice de la CEDEAO a radié les dossiers de tous les citoyens ressortissants des 3 pays. Ouais. En se déclarant effectivement incompétente. Donc, c'est une petite reconnaissance du fait effectivement que c'est véritablement la fin, mais vous voyez, il continue quand même de s'agiter. Absolument. Et de monter des stratégies de déstabilisation. À côté de ça, les ressortissants des 3 pays qui sont fonctionnaires au niveau de la CEDEAO, les organes de la CEDEAO, ont reçu leur préavis. Et ces préavis vont aller à terme effectivement en juin. Donc, c'est qu'ils ont tout organisé en se disant, bien, on a encore du temps pour terrasser effectivement leur organisation. Maintenant, au seuil de ce délai qu'ils se donnent, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que nous aurons une entité AES qui a mutualisé sa diplomatie, sa sécurité et son développement. D'accord. Et à partir de ce moment, va aller avec ce qui va rester de la CEDEAO. Et voyez-vous, s'ils organisent effectivement une rencontre aussi importante que celle des 22-23, et il n'y a qu'un seul président qui ait participé, ça veut dire ce à quoi on peut s'attendre à l'horizon. Tout à fait. C'est que ce soit quelque chose qui tombe. Tout à fait. Et ça va être le cas réellement ou dans la stratégie. Pourquoi je dis réellement ou dans la stratégie? Parce que même si les 12 pays demeurent dans une entité qu'on va appeler effectivement la CEDEAO, chacun des pays courra auprès de l'AES pour avoir des accords bilatéraux qui leur permettent de défendre leurs intérêts. Rappelez-vous que déjà, la Côte d'Ivoire est sortie il y a 1 mois et demi pour dire nous, voilà le volume d'échanges que nous avons avec le Mali, et le Mali demeurera quel que soit
un pays avec lequel nous sommes condamnés à échanger. Tout à fait. C'est pourquoi, moi, je ne parlerai pas beaucoup de rapport de force, mais je parlerai effectivement d'interdépendance historique, socio-économique, culturelle. D'accord. Parce que si vous regardez, et puis agro-pastoral, la Côte d'Ivoire ne pourra pas s'autosuffire au plan alimentaire, surtout pour ce qui est des protéines, si elle ne compte pas avec l'élevage dans les zones qui peuvent le faire, qui sont les zones effectivement sahéliennes. D'accord. Ainsi de suite, si bien que nous aurons l'opportunité, au bout effectivement de au seuil effectivement de l'horizon juin-juillet, de nous rasseoir entre AES, chacun de ces États voisins, pour négocier. Et vous verrez que ça va, c'est en ce moment que chacun reconnaîtra les forces et les faiblesses de chacun et ça pourra aller. En tout cas, les pays de l'AES sont sereins. Nous avons une vision, nous savons où nous devons donc aller. Les populations sont mobilisées, les populations sont engagées dans cette vision, dans cette lutte donc, pour la souveraineté. On espère simplement que, en tout cas, les mains des ancêtres vont nous assister pour que nous puissions réaliser nos rêves légitimes et que donc les pays de l'AES puissent vraiment se développer conséquemment au regard des ambitions fixées par les dirigeants. Merci à vous qui avez donc pris part à cette émission. Merci. Regard sur l'avenir. Cette émission, donc, vous l'avez sur Facebook, YouTube et TikTok. Je vous retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien. Merci.